Il existe un endroit que les historiens documentent, mais expliquent rarement complètement. Le Tibet n'est pas seulement une région géographique, c'est une énigme historique, avec des lacunes véritables. Entre les 7e et 13e siècles, des structures massives ont été érigées. Des villes ont été planifiées. Des systèmes d'ingénierie sophistiqués ont été construits. Et puis, soudainement, le récit change. Les rapports changent. Les preuves les plus pertinentes disparaissent des registres principaux. Il existe 9 endroits spécifiques au sein de cette région qui concentrent des anomalies historiques, architecturales ou culturelles si pertinentes que leur absence des chronologies conventionnelles soulève des questions légitimes sur ce que nous savons réellement et ce que nous prétendons simplement comprendre. Ce que vous êtes sur le point d'explorer ne change pas ce que vous savez sur le Tibet. Cela change la façon dont vous questionnez ce qu'on vous a appris sur l'histoire. Le premier endroit, Shambhala. Shambhala apparaît dans les anciens textes religieux tibétains. Mais voici ce qui est intriguant. Elle apparaît aussi sur les cartes européennes des 16e et 17e siècles, cartographiée comme localisation géographique réelle, non comme symbole mythologique. Le marchand vénitien Marco Polo mentionne dans ses récits un royaume dans l'Himalaya ayant exactement les caractéristiques décrites dans les anciens textes religieux tibétains. Les cartographes ultérieurs, basés sur les informations de commerçants de la route de la soie, ont inclus Shambhala sur leurs cartes, non pas à des positions aléatoires, mais à des coordonnées spécifiques pointant vers la même région. Comment des sources totalement séparées, marchands vénitiens, cartographes européens, anciens textes religieux tibétains, décrivent-elles la même localisation avec des caractéristiques si similaires? L'hypothèse la plus simple est que tous décrivaient un endroit réel qui existait vraiment. Les Tibétains locaux ont toujours su exactement où se trouve Shambhala. Pendant des siècles, ils ont maintenu la localisation sous secret culturel. Les expéditions modernes qui ont réussi à accéder à la région décrivent des structures de pierre et des modèles d'établissements qui n'ont pas été intégrés aux registres archéologiques conventionnels. Pourquoi ? Parce que Shambhala est resté une légende dans les registres occidentaux. Et ce qui est catalogué comme légende ne reçoit pas le même examen archéologique que les sites historiquement confirmés. La question véritable: pourquoi une localisation décrite dans des sources si différentes a-t-elle été rejetée comme purement mythologique par les historiens occidentaux? Le deuxième endroit, cité de Guge. Guge était une forteresse réelle qui s'étendait sur approximativement 12 km² de construction continue encastrée dans une falaise. La structure contenait plus de 10 000 pièces. Cela est documenté par les expéditions archéologiques occidentales. Des photographies existent, des mesures existent. Le système d'ingénierie hydraulique à l'intérieur, découvert dans ses détails pour la première fois en 1987, montre une compréhension sophistiquée de la gestion de l'eau en altitude extrême. La technologie était là. Le savoir était là. Mais voici le problème. Le récit officiel dit que Guge a été abandonné après l'invasion mongole du XVIIe siècle. Cependant, les archéologues qui ont fouillé le site notent des incohérences. Les structures ne montrent pas de signes de destruction guerrière. Elles montrent des signes d'évacuation organisée. Des objets de valeur ont été laissés derrière. Des documents ont été brûlés dans des feux contrôlés. Ce n'est pas le modèle d'une attaque militaire. C'est le modèle d'une retraite planifiée. Les chercheurs tibétains qui ont étudié le site décrivent des récits oraux locaux parlant de retraite ordonnée de Guge. Pas invasion, retraite, évacuation. Vers où? Qui a donné les ordres? La question qui demeure est: pourquoi acceptons-nous le récit officiel quand les preuves archéologiques réelles ne le soutiennent pas complètement? Le troisième endroit, temple de Jokang. Jokang à Lhasa est patrimoine UNESCO, entièrement documenté. C'est correct. Mais ce qui est incomplètement documenté, c'est sa connexion architecturale avec d'autres structures selon un modèle très spécifique. Les Tibétains décrivent un système de liaison entre Jokang et d'autres sites sacrés
qui forment une géométrie particulière. Quand vous étudiez le modèle réel de développement religieux architectural du Tibet, vous trouvez une cohérence géométrique qui est extrêmement rare d'arriver par coïncidence. Cela suggère une planification urbaine coordonnée entre plusieurs sites séparés par des centaines de kilomètres dans des périodes historiques considérées comme isolées. Comment les populations dans les régions montagneuses, séparées par des vallées profondes, ont-elles pu maintenir le niveau de communication nécessaire pour coordonner la construction sur plusieurs sites avec précision géométrique? C'est une question à laquelle l'histoire conventionnelle ne répond pas adéquatement. Le quatrième endroit, vallée de Shangri-La. Shangri-La apparaît dans les textes bouddhistes tibétains, décrit non comme symbole religieux, mais comme localisation spécifique, une vallée ayant des caractéristiques géographiques décrites en détail. Quand les missionnaires européens sont arrivés au Tibet au XVIIIe et XIXe siècle, ils ont décrit une vallée ayant exactement les caractéristiques mentionnées dans les textes anciens. Élévation, formation de pics, modèle de végétation, localisation de sources d'eau. Elle existe, elle est là. Pourquoi les textes anciens décrivent-ils une vallée spécifique avec une telle précision de détails géographiques que les chercheurs modernes peuvent la localiser? Cela suggère une description basée sur l'observation réelle, non sur l'imagination mythologique. La question véritable, comment le savoir géographique était-il transmis dans une région montagneuse où la communication entre vallées était extrêmement difficile? Le cinquième endroit, montagne sacrée de Kailash. Kailash est une montagne réelle, sacrée pour plusieurs religions, hindouisme, bouddhisme, jaïnisme, religion bonne. Les populations dans différentes cultures regardent la même montagne et la considèrent comme sacrée. Ce n'est pas une coïncidence. Ce qui est intriguant, la géométrie de la montagne est remarquablement régulière. Sa position par rapport au pic environnant suit des proportions qui semblent intentionnelles. Les anciens Tibétains la décrivent non pas comme formation naturelle casuelle, mais comme structure de signification cosmologique. La question véritable, comment une population en altitude extrême a-t-elle développé une compréhension si sophistiquée de la géométrie cosmologique? Comment savait-elle que la montagne avait cette géométrie spécifique quand elles étaient littéralement au niveau du sol, la regardant vers le haut? Le savoir de géométrie en 3 dimensions requiert une perspective élevée. Cela requiert la distance. Cela requiert plusieurs points de vue. Comment une population pouvait-elle collecter suffisamment de données visuelles pour comprendre la forme complète d'une montagne? Le 6e endroit, Toling, centre de savoir perdu. Toling était un centre d'études et de préservation de textes au Tibet. Il a réellement existé. Il contenait vraiment une bibliothèque significative. Quand l'occupation chinoise a avancé au XXe siècle, beaucoup de textes ont été enlevés ou perdus. C'est documenté. Ce qui est véritablement intriguant, certains de ces textes, avant de disparaître, ont été catalogués par des chercheurs occidentaux. Les descriptions suggèrent un savoir géographique et cosmologique qui était inhabituel pour son époque. Comment les populations dans différentes régions du monde avaient-elles un savoir similaire sur les structures, la mythologie et les modèles cosmologiques? Cela soulève des questions légitimes sur la migration d'idées, des routes commerciales inconnues ou des réseaux de savoir qui ne sont pas bien documentés dans les registres conventionnels. Toling aurait pu contenir la documentation d'une ou de toutes ces réalités. Et quand ces textes ont été fermés, une partie de la compréhension historique a également été fermée. Le 7e endroit, caverne de Padmasambhava. La caverne existe. Padmasambhava, le fondateur du bouddhisme tibétain, est une figure historique documentée. Selon la tradition tibétaine, il a passé du temps significatif en méditation dans une caverne spécifique et a laissé des représentations visuelles de ce qu'il avait compris. Les visiteurs européens au XIXe siècle qui ont réussi à accéder décrivent des murs couverts de représentations sophistiquées de modèles cosmologiques. Des représentations détaillées de corps célestes,
leur position relative, leurs mouvements. La question véritable, quel type de savoir astronomique était préservé? Comment ce savoir était-il obtenu? Comment était-il transmis à travers les générations avec une telle précision qu'il pouvait être représenté visuellement sur les murs de cavernes? Et quand la caverne a été fermée à l'accès public, dans les périodes récentes, une partie de ce savoir a également été effectivement scellée. Le 8e endroit, réseau de stupas. Les stupas sont des structures bouddhistes courantes. Mais quand vous cartographiez la localisation de stupas spécifiques dans certaines régions du Tibet, ils forment des modèles géométriques remarquables quand ils sont visualisés d'une perspective élevée. C'est un fait vérifiable. Vous pouvez cartographier les coordonnées et voir qu'elles ne sont pas distribuées aléatoirement. La question que cela soulève, était-ce intentionnel? Si c'était le cas, comment placez-vous des structures selon un modèle spécifique si vous ne pouvez pas les voir de haut? Parce que voici la chose. Les structures aériennes n'existaient pas quand la majorité de ces stupas a été construite. Vous avez ces options. C'était une coïncidence, quelqu'un savait à quoi ressemblait cette région du ciel, il y avait une planification centralisée et une communication trop sophistiquée pour coordonner la construction, où la réalité historique est plus complexe que ce que nous pouvons articuler. Une de ces choses est vraie. Le 9e endroit, Yangbajing. Un site géothermique tibétain réel. Lors des fouilles modernes, des structures souterraines anciennes ont été trouvées. C'est documenté dans les registres officiels. Ce qui est intriguant, les détails sur exactement quelles structures ont été trouvées et quel était leur objectif ne sont pas complètement publiés dans les canaux archéologiques conventionnels. Les chercheurs qui ont participé ont laissé des registres, mais beaucoup de ces informations ne sont pas dans le domaine public, non pas pour raison de classification de sécurité, mais parce qu'elles ont été considérées comme propriétés de recherche. La question « Pourquoi certaines découvertes archéologiques à Yangbajing ne sont pas totalement documentées dans les registres publics? Et pourquoi les structures trouvées ne sont pas intégrées dans le récit conventionnel du développement historique tibétain quand vous réunissez ces 9 endroits? Vous ne regardez pas une conspiration ou un mystère surnaturel. Vous regardez des lacunes véritables dans notre compréhension historique. Pourquoi des périodes entières de l'histoire tibétaine ont-elles des récits incomplets? Comment les populations isolées ont-elles développé un savoir sophistiqué, similaire à celui de populations distantes? Pourquoi certains registres historiques sont-ils incomplets, scellés ou inaccessibles? Comment le savoir religieux, astronomique et géographique était-il codifié, transmis et préservé avec une telle précision à travers les générations? Quelles routes commerciales et de savoir ne sont pas bien documentées parce qu'elles se sont produites avant les registres occidentaux conventionnels? Quelle était la véritable capacité technique et architecturale des populations tibétaines dans les périodes considérées comme primitives? La vraie question. Le Tibet demeure l'un des endroits les moins complètement explorés de l'histoire humaine. Non pas parce que ces mystères sont surnaturels, non pas parce qu'il y a une conspiration pour cacher la vérité, mais parce que l'accès géographique est extrêmement difficile. Les registres ont été perdus dans les conflits, la documentation occidentale est incomplète et le savoir local n'a pas été adéquatement catalogué par les chercheurs externes. Vous reconnaissez que les lacunes dans les récits historiques signifient que l'histoire est plus complexe que simplement documentée. Vous questionnez non pas parce que il y a des forces occultes, mais parce que poser des questions est comment nous apprenons. Le Tibet continue de garder des histoires incomplètes. Il continue de préserver un savoir qui a été oublié ou ignoré. Et peut-être que la question la plus importante n'est pas « Quel est le secret qu'il cache ?» C'est « Quelles questions avons-nous cessé de poser parce que nous supposions que nous connaissions les réponses ?»